Pendant que Mathilde et Xavier montent à la tribune, là aussi, un mot. Quand on regarde ce qu'était la situation et les débats européens en 2014, au moment des élections au précédent Parlement européen, qu'on regarde la situation aujourd'hui, je crois qu'on ne peut être que frappé par l'ampleur des changements. L'union bancaire, on a parlé à plusieurs reprises du plan Juncker, enfin, des plans Juncker sur l'investissement, la politique monétaire, la manière dont a été gérée la crise grecque, la manière dont a été interprétée la question des déficits au fil du temps. Sur tous ces sujets-là, l'Europe a beaucoup changé et la situation est différente de ce qu'elle était sans qu'on en ait nécessairement conscience aujourd'hui. Les opinions, pour partie, en ont conscience, pas tellement que c'est grâce à l'Union européenne, mais en tout cas que la situation est meilleure. Laure a présenté les tableaux tout à l'heure. Et en même temps, quand on regarde sur cette amélioration globale la distribution par pays, c'est un des sujets sur lesquels les divergences d'appréciation entre pays sont les plus considérables. Vous avez quasiment la moitié des pays de l'Union européenne dont 2/3 des citoyens disent la situation s'est améliorée, et vous avez quasiment une autre moitié des citoyens qui disent dans mon pays, au même niveau des 2/3 et parfois même davantage, la France étant dans cette deuxième situation, la situation est moins bonne. Donc on a à la fois ce changement, cette amélioration globale et cette situation qui est très, très différenciée. Donc la question est à la fois de est-ce que vous partagez ce sentiment que l'Europe est différente, substantiellement différente de ce qu'elle était il y a 5 ans, mais surtout, est-ce qu'elle est telle qu'elle devrait être? Quelles sont les marges d'amélioration quand on regarde à la fois le niveau de croissance des différents pays de l'Union européenne, la place de l'Europe par rapport aux grandes puissances mondiales, et même l'évolution relative de chacun de nos pays. Voilà quelques-unes des questions, même règle du jeu que sur la table ronde précédente, 5-6 minutes d'intervention liminaire, et puis après, vous réagissez. Mathilde. Très bien. Alors moi, je voulais juste rappeler ce qu'était le programme de Lisbonne. Je pense que vous connaissez tous ce programme. Quelques mots, puisqu'on parle de défis économiques et sociaux pour l'Europe, c'était de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici 2010. Bon, ça, c'est fini. Surtout capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Et je trouve intéressant de rappeler, parce que c'était le défi majeur des années 2000 et qui a été malheureusement abandonné en 2005 pour des raisons je dirais, de manque d'allant en matière de politique communautaire, et la crise n'y est pour rien. Et quand on parle de défis économiques aujourd'hui, il me semble que c'est très important d'avoir en tête cette évolution, parce que même si l'Europe s'est mobilisée pour réagir à la crise financière, et en particulier l'eurosystème et la Banque centrale européenne qui ont su faire en sorte que l'euro sorte plus fort de la crise financière, ça s'est fait, de mon point de vue, aux dépens de politiques communautaires, et en particulier ça s'est fait avec un renforcement des politiques intergouvernementales en matière économique. Et donc petit à petit, on voit que les chefs d'État et de gouvernement ont profité de la crise financière, et donc ont profité du fait qu'il fallait une grande réactivité pour discuter entre deux sur une plage sans associer le Parlement européen, si je caricature. Et on voit aujourd'hui que ça crée une nouvelle fragilité par rapport aux années d'avant-crise de l'Union européenne, parce que l'Union européenne a du mal à réagir à des attaques internationales, et en particulier on pense aux attaques américaines
vis-à-vis justement de sa politique commerciale. Alors, c'est la première nouvelle fragilité, je dirais, de l'Union européenne, c'est ce prétexte de la crise pour renforcer l'intergouvernemental et donc abandonner peu à peu cette logique de politique communautaire qui nous rend plus forts. Et quand on voit que le président américain aujourd'hui souhaite accroître les droits de douane sur les voitures et que la réponse qui est apportée, en tout cas, du point de vue médiatique, c'est une réponse qui est concoctée par le couple franco-allemand. On voit bien que ça donne du poids à la stratégie de division du président américain qui va pouvoir justement fragiliser le couple franco-allemand en essayant de négocier aussi une augmentation de l'importation des produits agricoles, même si le mandat de la Commission européenne, enfin proposé par la Commission européenne dans cette négociation, n'intègre pas les produits agricoles. Donc je crois que c'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas une réponse directe à la croissance économique, mais il me semble que c'est un défi économique majeur, puisque aujourd'hui, l'Europe ne propose plus de politique communautaire pour justement accroître la croissance durable et la croissance inclusive. Ça, c'est le premier défi. Et évidemment, le second défi, c'est d'accroître le tendanciel de croissance, pas seulement pour avoir plus de croissance, mais aussi pour permettre justement d'améliorer la qualité de la croissance. Et c'est des sujets qu'on aborde depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. La qualité de la croissance avec la qualité de l'emploi, l'augmentation du taux d'emploi des jeunes qui s'est considérablement dégradé avec la crise, l'amélioration des compétences, la préservation des compétences dans le temps. Et c'est aujourd'hui ce qui pourrait justement distinguer l'Union européenne en matière de politique sociale des deux autres grands géants que sont la Chine et les États-Unis. Et ça permettrait à l'Europe de porter justement une autre forme de croissance. Donc je pense qu'il y a deux grands défis économiques et sociaux. Malheureusement, ils n'ont pas tellement évolué depuis 20 ans. En revanche, il y a une urgence puisqu'on voit que les attaques extérieures sont de plus en plus offensives. Merci beaucoup Mathilde. Xavier? Alors je serai dans les minutes qui me sont imparties assez direct. Quand on prend du recul sur la situation européenne, je vais défendre l'idée d'une assurance chômage européenne. Ça va être ma conclusion. Mais je vais faire un petit détour. Pourquoi ? Quand on voit la situation d'Italie, l'Italie, ça fait 20 ans qu'ils n'ont plus de gains de productivité. Jamais dans l'histoire d'après-guerre, l'Italie n'a connu un tel marasme depuis 20 ans. Quand on prend l'Espagne, ils ont baissé les salaires des fonctionnaires. Quand on prend le pays le plus exportateur du monde, aujourd'hui, devant la Chine, c'est l'Allemagne, qui est en volume, pas par tête, en volume, plus exportateur de la Chine. Jamais les divergences entre les pays européens n'ont été aussi grandes que depuis 10 ans. On a créé une machine à faire diverger tous les pays. Et je peux parler de dette publique. La dette publique allemande elle va à 60% du PIB, nous on plafonne à 100%. Je pourrais multiplier les indicateurs. On a trop cru les économistes. On a cru que le marché unique, avec la politique de la concurrence, allait faire converger tout ça. Tous les marchés du travail ont divergé. Je pense que dans ce processus, je dirais, la façon dont on a géré ça après la crise, vous connaissez la chronique, hein, les gouvernements de gauche ont baissé le coût du travail, CICE en France. En Italie, le gouvernement de gauche a baissé les salaires, les Job Act Renzi. Pareil en Espagne. Un gouvernement de droite a introduit un salaire minimum en Allemagne pour essayer d'augmenter les salaires en Allemagne, parce que les salaires sont trop faibles en Allemagne. La social-démocratie mène une politique avec des marqueurs de droite, la droite avec une politique avec des marqueurs de gauche. Comment ne pas voir que c'est une évidence qu'on a un petit problème de lisibilité politique du problème économique? Je pense que la racine, c'est vraiment les divergences économiques. Donc maintenant, on a vraiment besoin, me semble-t-il, de prendre le problème un peu directement au sérieux et de voir que nos problèmes, c'est de faire reconverger les marchés du travail dans un sens qui ne soit pas avec une augmentation des inégalités. Ce qu'on a fait dans tous les pays. Il y a une concurrence vers la modération salariale qui allait baisser les charges et plus, qui a créé un biais déflationniste et qui a mis en concurrence les pays dans les bas salaires. Au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt l'Espagne qui s'en sort, et donc le taux de chômage espagnol décroît, c'est fort bien.
Mais ça a un impact, malheureusement, sur le taux de chômage français, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc je pense que l'urgence de la social-démocratie européenne, c'est de mettre cette question du marché du travail et de l'Europe sociale au cœur de la construction européenne. Et il y a des choses qui émergent subrepticement dans le débat européen. Est-ce que vous savez que c'est le ministre des Finances allemand, Olaf Scholz, qui défend, SPD, qui défend une assurance chômage européenne? La France était pour une assurance chômage européenne il y a 5 ans. Il y a eu des bons travaux d'assurance chômage européenne. Mais le gouvernement actuel, qui est rentré dans le débat européen encore avec... On fait un budget. Toute la diplomatie, depuis 2 ans française, a été pour avoir un budget qui est le budget Rikiki. Et le vrai sujet qui était la main tendue, je pense, dans le débat européen, pour avancer vers l'Europe sociale, n'a pas été pris au rebond. Et je suis toujours, moi, dans le débat français, attristé du fait que cette nécessité de construire une Europe sociale, la portabilité des droits, augmenter le programme Erasmus, la convergence vers le haut des salaires minimums, l'assurance chômage européenne, dont je pourrais en parler, en faisant un niveau européen pour les chômeurs de longue durée. Je peux rentrer dans la dimension technique, c'est un des projets les plus instruits au niveau européen, cette assurance chômage européenne. Elle est inexistante du débat français. Je pense que c'est un vrai sujet, et c'est pour ça que je pense que dans les temps qui viennent, dans cette campagne et au-delà, la social-démocratie qui peut poser cette question d'une Europe sociale, c'est pour le social en tant que tel, mais c'est aussi pour des raisons profondes économiques. Vraiment, il faut arrêter de mettre le droit de la concurrence comme le totem, mais de mettre les partenaires sociaux, la conférence européenne des syndicats, réfléchir à tout ça, faire avancer sur la convergence des droits, avec des choses très concrètes, encore une fois, sur lesquelles je pourrais revenir, qui est l'assurance chômage européenne. L'Europe a changé. Je pense vraiment que l'Europe a changé. C'est un peu techno, mais on a vu que l'Europe est maintenant très keynésienne. Il y a eu le plan Juncker, ça a été mentionné. Il y a eu la flexibilité des règles. Depuis 2014, quand même, la pression du pacte, du cadre budgétaire était bien amoindrie. Et on l'a vu dans la négociation avec le budget italien. Le budget italien, ils arrivent à 2% de déficit. Quand même, il y a un peu plus... On n'est plus dans la phase d'austérité. Ma lecture... ce qui me rend un peu pessimiste, c'est que je ne crois plus que ce soit l'Europe libérale contre les peuples. Je vois l'interprétation des traités et autres. On pourra revenir sur la politique industrielle, la Tom Dimons, c'est un autre point. Mais je ne crois plus que globalement la philosophie de la Commission soit austéritaire. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'hétérogénéité des positions nationales entre les pays européens. Quand j'entends la position finlandaise, la position autrichienne, la position du groupe Visegrad, quand je vois l'hétérogénéité, c'est des peuples contre les peuples, parce que maintenant les intérêts économiques ont tellement divergé que nos amis allemands, ils veulent une politique monétaire qui lutte contre l'inflation, alors que nous, on a besoin d'une politique monétaire accommodante. On a besoin d'un euro faible pour stimuler les exportations. Eux, ils ont besoin d'un euro fort parce qu'ils sont en surchauffe économique. Il nous faudra beaucoup d'intelligence politique pour trouver les compromis de politique économique et des objets qui supportent ces compromis de politique économique. Donc il y a l'enjeu de la succession de la Banque centrale européenne. Point 1, il faut bien choisir pour qu'il n'y ait pas de tournant de la politique monétaire européenne. Et il y a cette question d'Europe sociale, de vraiment prendre concrètement des dimensions de transfert, de partage de risques qui permettent aux citoyens européens, concrètement dans les pays du Sud, de percevoir la nouvelle forme de solidarité européenne. Il faut qu'on arrive à construire des embryons d'un État-providence européen. Concrètement, que les citoyens les plus faibles perçoivent la solidarité européenne. Encore une fois, je pense qu'il y a plusieurs projets dont on pourrait parler qui sont dans les débats et tout est bon. Il y a le Green New Deal, il y a relancer la politique industrielle sur des bases de la transition énergétique. Et je pense que le débat actuel qu'a lancé Altmaier, qui est un peu inattendu de ma part, mais sur repenser la politique industrielle dans une politique de la concurrence adaptée. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes sur lesquelles il faut prendre, sur lesquelles on peut mettre des questions de transition énergétique pour faire une politique industrielle compatible avec la transition énergétique au niveau européen. Donc ça, c'est un des aspects qu'il faut prendre. Mais l'autre aspect de l'Europe sociale concrète, encore une fois, manque. Et je pense que, pour conclure, parce que je suis trop long, qu'il faut être très précis et concret dans les modes de solidarité sur lesquels on peut arriver à converger à court terme. Sinon, la divergence va continuer. Merci Xavier. Sur ce constat, ou cette analyse, cette idée de la divergence entre les pays européens et les problèmes à la fois économiques, sociaux et politiques qu'elle entraîne, est-ce que tu partages ce constat? Et question derrière, est-ce que tu considères également que, en termes de hiérarchie des priorités, la question d'une assurance chômage européenne devrait passer devant ce qui est au cœur des batailles françaises depuis de nombreuses années, qui est
d'essayer de parachever l'euro et notamment d'avoir un budget de la zone euro. Alors effectivement, la crise a renforcé les différences entre les différents pays de la zone euro. Si on regarde la politique monétaire a été relativement efficace et s'est traduit depuis fin 2016 par un redémarrage des crédits aux entreprises et des crédits aux ménages. Et quand on regarde l'accélération des crédits aux entreprises comme l'accélération des crédits aux ménages en zone euro, respectivement, 87 et 84% de cette accélération sont venus d'une hausse des crédits en France et en Allemagne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un problème de transmission de la politique monétaire, puisque même s'il a été efficace pour limiter les risques de déflation, et donc limiter la pauvreté en zone euro, ça s'est traduit par un accroissement des inégalités entre les grands pays de la zone euro, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, et le reste de l'Europe, en particulier du sud de l'Europe. Donc là, ça génère de nouveaux défis, de nouveaux problèmes, puisque ça signifie que l'investissement qui peut être réalisé n'est pas forcément celui qui permettrait de rénover l'appareil de production. Et c'est une autre différence entre les pays de la zone euro. La crise a engendré un vieillissement de l'appareil de production. Et si on veut aujourd'hui combler ce problème, il faudrait faire plus appel à des baisses d'impôts conditionnées. Et en France, par exemple, on sait bien que c'est quelque chose qui ne plaît pas, ou seulement dans certains cas. Et les États-Unis utilisent souvent ce mécanisme de baisse d'impôts, et ça pourrait être conditionné effectivement à des investissements productifs, donc ça, je pense que ça va sans dire, mais aussi à des investissements productifs dans des domaines comme la transition énergétique ou écologique. Et là, on est très en retard, et ça pourrait être un moyen justement de combler ce retard qui a été pris par l'Union européenne à cause de la crise. Ça pourrait être aussi un moyen de réduire les inégalités. Donc ça, je dirais que c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier d'accroissement des inégalités qui ne peut être résolu que par de politiques communautaires, c'est évidemment le fait que le taux de chômage des jeunes a atteint des niveaux records et que ça se traduit par du chômage structurel chez les jeunes, c'est-à-dire que ça va rendre encore plus difficile leur entrée sur le marché du travail, même s'il y a des aspects qui sont conjoncturels, et que donc l'Europe a un rôle à jouer au-delà de l'assurance chômage. Je partage complètement ce qu'a dit Xavier. C'est en matière de formation professionnelle. D'ailleurs, il y a eu des initiatives de la Commission européenne en la matière. Et pour les jeunes qui sortent du système scolaire sans rien et qui sont ni en emploi ni en formation. Donc, oui, il y a eu un accroissement des inégalités, je dirais, entre les pays de la zone euro qui a été dû au retard pris en matière de coordination des politiques économiques. Et si on doit agir efficacement pour réduire les stigmates de la crise, je pense qu'il y a deux piliers. C'est de faire en sorte que les baisses d'impôts qui sont décidées par les États membres soient conditionnées à de l'investissement productif et dans la transition énergétique. Et deuxièmement, le pilier devrait concerner la formation professionnelle et les jeunes qui sortent du système scolaire sans rien pour réduire les inégalités originelles. Et là, je pense que l'Europe pourrait proposer un modèle de développement social qui serait totalement différent de celui qui est à l'œuvre aux États-Unis et en Chine. Alors, je te laisse réagir, Xavier. Je voudrais juste sur un point, tu es revenu sur l'idée que tu portes depuis plusieurs années de l'assurance chômage européenne. Il y a une assurance chômage dans chacun des États membres. Est-ce que tu peux, en 2 minutes, expliquer ce que Oui. pourrait être cette assurance chômage européenne? Tout à fait. Alors, j'ai commencé par ça, après je reviendrai sur le budget. Alors, cette assurance chômage européenne, c'est un des objets les plus étudiés. Et effectivement, une condition, je pense, de penser à un État-providence européen, je pense que ça va être notre horizon intellectuel, c'est le principe de subsidiarité. Il y a une hétérogénéité des marchés du travail, des modes de négociation avec les partenaires sociaux des assurances chômage nationales. La condition de succès d'un projet européen, c'est la
compatibilité avec l'hétérogénéité de chacun des États italiens. C'est essentiel ce principe de solidarité. C'est le sentiment d'une réappropriation au bon niveau de décision de l'outil. Alors pourquoi, une fois que j'ai dit ça, pourquoi une assurance chômage européenne? Alors je vais vous raconter une histoire, je vais prendre une minute pro-américaine. Les États-Unis ont introduit une assurance chômage au niveau fédéral en étudiant pendant 15 ans, 20 ans les systèmes européens d'assurance chômage. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en fait, dans chaque État américain, ils ont des assurances chômage très différentes. Au Texas, l'assurance chômage, les taux de remplacement sont très faibles et les gens sont très peu indemnisés. Dans le Vermont, c'est quasiment une assurance chômage européenne. Il y a une très grande hétérogénéité entre les États américains des systèmes nationaux d'assurance chômage. Mais quand il y a eu des crises, quand certains États américains ont vu des grandes crises, l'État fédéral a dit « oui, il y a un petit problème », parce que quand, par exemple, le Texas est en crise, il y a une contrainte budgétaire, il a tendance à baisser les indemnités au chômage pour faire des économies. Et donc, c'est les gens qui n'ont rien à voir avec la crise, les chômeurs de longue durée, qui perdent en plus du pouvoir d'achat. Et donc, l'État fédéral s'est dit, je vais, en cas de crise importante dans un État américain, étendre les droits des chômeurs de longue durée pour éviter de baisser les assurances chômage. Donc, il y a un deuxième niveau fédéral pour, en cas d'un État qui a une crise importante, pour aider l'État à assurer des indemnités chômage pour éviter que ce soit les chômeurs qui, en plus de la crise, ils sont déjà au chômage, mais en plus perdent des droits au chômage. Donc c'est ce niveau fédéral d'une solidarité qui permet l'extension des droits des chômeurs en cas d'une crise importante au niveau d'un État. L'argument allemand que j'entends, c'est qu'un tel système ne doit pas générer des transferts permanents sans le dire, grosso modo entre les pays à faible chômage, qu'est l'Allemagne, vers l'Italie. Parce que si tout ça, c'est un système pour prendre l'argent des Allemands et donner aux Italiens, ça ne va pas le faire. C'est légitime comme critique. Je pense, moi, c'est tout à fait légitime. Donc il faut arriver à créer un système qui lisse des contributions de chaque État à un système européen d'assurance chômage, en utilisant, par exemple, une assiette fiscale comme un impôt sur la société européen. Une partie d'IS des sociétés, on pourrait prendre un point d'IS pour abonder une assurance chômage européenne. Et quand un pays aurait une crise, il serait aidé par ce fonds européen. Donc, c'est un peu technique, je peux rentrer dans les détails des mécanismes, mais avec ça, on peut arriver à un mécanisme qui fonctionne pour avoir plus de solidarité effective pour les chômeurs en longue durée, pour les pays en crise, sans faire des transferts très importants sans le dire, parce que ça, je pense, c'est pas viable au niveau européen. Et j'entends tout à fait les arguments de mes collègues allemands en disant si on fait des transferts, il faut un débat politique, il faut un parlement, une représentation, donc ça, je l'entends. Mais le principe de l'assurance chômage, si on reprend la constitution de l'assurance chômage française, par exemple, ce sont les caisses ouvrières, c'est l'autosolidarité des travailleurs qui cotisaient, qui recevaient, avec une forte discipline ouvrière, si on reprenait l'historique de la constitution des États-providence, avant leur étatisation dans la seconde partie de la guerre. Je pense qu'il faut reprendre ce moment un peu initial, une solidarité un peu décentralisée avec des cotisations, des droits et des devoirs, pour penser, comme ont su faire les Américains, donc on n'est pas plus bête que les Américains quand même, la constitution d'un niveau européen d'une assurance chômage. Encore une fois, c'est très concret et possible. Je pense que c'est beaucoup mieux que ce que j'ai vu de longue date dans la position française avec différents gouvernements, c'est la passion fiscale. Et c'est un débat que j'ai avec différents collègues, il y a Michel Aglietta, Piketty, qui exprime un point de vue avec différents niveaux. De dire, on a un problème, il nous faut absolument un budget européen. Donc quand Hollande est arrivé, il a dit, je veux un budget européen, donc je veux des eurobonds. Au début de quinquennat, il n'y a pas eu d'eurobonds, et après, la position européenne de la France était quasiment inexistante, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de projets alternatifs de construction. Macron arrive, il dit, je veux un budget. Ok, mais pourquoi faire? Je ne sais pas trop, mais je fais un budget. Donc on fait une ligne, etc. Puis on arrive à un truc petit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas conditionné un budget par rapport à un objet social qu'on veut traiter. Un budget, ça sert à quelque chose. Ça sert à de l'éducation, ça sert à la transition énergétique, ça sert à la solidarité. Donc d'abord, on part des objets politiques qui justifient des modes de financement, et après, l'économie sera créative pour trouver les bons modes de financement. Mais ne partons pas par le passif en disant je veux de l'argent, et puis après, on va savoir. Donc cette passion fiscale dans le débat européen, je pense que c'est fortement dommageable. Il faut partir d'objets sociaux concrets et après, on trouvera les financements qui permettront de le voir et on pourra convaincre nos partenaires européens. Et je pense qu'un objet concret, il y a la transition énergétique et le Green New Deal, donc on peut parler sur des renouvelables et autres. Il y a certains aspects sur la politique industrielle qui émergent, dont des objets, des verrous technologiques, voilà, par exemple sur les membranes dans les piles, etc., dans les batteries. Bon. Et surtout, encore une fois, j'insiste, l'éducation, l'Erasmus des apprentis, l'Erasmus et l'assurance chômage européenne.
Et la formation professionnelle qui avait été une des initiatives. On peut le mettre, c'est vraiment cette idée d'améliorer d'aider les salariés européens à améliorer leurs compétences et surtout à faire en sorte que leurs compétences ne deviennent pas obsolètes. Je pense que ça, c'est un point très important. Je rejoins tes remarques sur le budget européen. C'est frappant de voir que finalement, on a réussi à faire une politique monétaire communautaire, si je puis dire les choses ainsi, et que sur les questions budgétaires, ça n'est qu'une bataille pour obtenir un objet non identifié. Sur les questions, la coordination budgétaire pourrait être mieux acceptée ou pourrait être mieux défendue si c'était effectivement pour soutenir des politiques d'accompagnement social telles que celles sur lesquelles tu insistes. Mais on ne regarde que l'aspect compétitivité, l'aspect compétitivité étant résumé par la baisse du coût du travail. Or, on voit bien que c'est un modèle de développement économique qui n'est pas soutenable à moyen terme. Et la question du budget européen ne répond absolument pas en tant que telle à la problématique de la soutenabilité de la croissance et surtout à la problématique de la croissance de demain qui aujourd'hui est mise à mal par les attaques américaines et chinoises. Il nous reste encore quelques minutes. Je voudrais revenir sur un sujet que vous avez évoqué d'une manière différente l'un et l'autre. Mathilde, tout à l'heure, disait que quand on regarde la manière dont l'Europe a réagi, notamment depuis la crise, on a de plus en plus d'intergouvernemental et de moins en moins de communautaires. Et Xavier a évoqué d'un mot les propositions franco-allemandes en matière de concurrence. Si je lis les deux, débat qui a rebondi ces derniers jours après le refus de la Commission de la fusion entre Siemens et Alstom. Si je lis les deux, un des aspects des propositions franco-allemandes est de permettre, dans des conditions qui pour l'instant n'ont pas été totalement précisées, je crois, mais de permettre aux États de revenir sur une décision de la Commission. Donc on s'inscrit tout à fait dans le mouvement que Mathilde indiquait, plus d'intergouvernemental et moins de communautaire. Est-ce que ça vous semble être la bonne voie ou est-ce que c'est une impasse ? Moi, je pense que le sujet n'est pas là. Je pense que le sujet, c'est de savoir comment on définit le mandat de l'anticoncurrence. Ça me semble être plutôt le sujet. Mais sur les sujets, effectivement, aussi de politique monétaire, et Xavier soulignait l'importance du renouvellement du président de la Banque Centrale Européenne pour avoir un policy mix, c'est-à-dire une croissance monétaire et une croissance budgétaire qui servent l'objectif de l'emploi. On voit bien qu'aussi en la matière, il y a quelque chose qui a considérablement évolué, c'est la Banque Centrale Européenne comme superviseur financier de la zone euro. Et là, c'est la même chose. Si on prend l'exemple, qui est assez technique, mais qui est très illustratif aussi de ce qui se passe, des créances douteuses. La Banque Centrale Européenne a demandé aux banques de sortir de leur bilan les créances douteuses. Pourquoi ? Parce que la Banque Centrale Européenne, en tant que superviseur, considère que c'est ce qui freine le redémarrage durable et soutenable de la croissance en zone euro. Et donc, la Banque Centrale Européenne a essayé déjà de faire en sorte que les États membres adoptent la même définition de ce qu'est une créance douteuse, c'est-à-dire un prêt, par exemple immobilier, qui n'est pas remboursé ou dont la probabilité de remboursement est faible. Ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué. Et petit à petit, la Banque Centrale Européenne avançait, mais les États membres ont essayé de reprendre la main pour faire en sorte que, justement, l'assainissement et donc la réduction de ces créances douteuses qui auraient permis le redémarrage de la zone euro dans de meilleures conditions soit plus souple, moins contraignant. Et donc, on voit que là aussi, ça a fait la force de l'Union européenne dans la crise, qui était la crédibilité et le poids de la Banque Centrale Européenne vis-à-vis de ses partenaires internationaux. Et
que là aussi, dans ce domaine, dès qu'ils peuvent, les États membres essayent de reprendre la main, ce qui, de mon point de vue, est un recul par rapport aux avancées qu'on avait obtenues en la matière. Et donc, je trouve que ça, c'est vraiment dangereux. Et dernier point, c'est d'autant plus dangereux que ce qu'avait réussi la Banque centrale européenne, c'est de gagner en souveraineté. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut dire, la politique monétaire de l'Europe est beaucoup plus autonome de celle des États-Unis que, par exemple, celle de l'Allemagne ne l'était. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Banque centrale européenne a la capacité de fixer des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus adaptés à ce qu'il faut pour l'économie européenne et donc peut le faire de façon beaucoup plus autonome par rapport à ce que fait la Réserve fédérale. C'est une avancée considérable et qui n'est absolument pas valorisée par les chefs d'État et de gouvernement et qui, de mon point de vue, devrait permettre justement de soutenir des investissements productifs et des investissements durables. Et là aussi, ce qui est une avancée majeure, je trouve, en termes de coordination de la politique monétaire, est en train d'être attaquée petit à petit par les États membres, et je pense que ça n'est que le début, malheureusement. Xavier, le mot de la fin. Je crois que c'est vrai, mais c'est du fait des divergences. Moi, j'ai peur maintenant des prochains conseils des gouverneurs de la BCE, quand il y a telle hétérogénéité par rapport aux besoins de politique monétaire, il faudra un sens européen fort pour trouver des compromis qui satisferont peu de pays de fait. Un dernier point sur il ne faut pas oublier la fin de l'union bancaire. Tout le monde est un peu lassé de ce sujet. On en a marre des banques, etc., pour des bonnes raisons. Quand même, il faudra aider à finaliser cette union bancaire, avoir une vraie solidarité européenne par l'union bancaire et gérer concrètement le problème européen qui est encore une fois le système bancaire italien. Un peu de solidarité européenne pour aider les banques européennes, pardon, les banques italiennes, qui vont très très mal, qui ont beaucoup de prêts non performants, qui n'arrivent plus à aider le tissu productif. Je pense que c'est une grande cause de du problème européen, c'est la gestion du système bancaire italien. Donc un peu de solidarité européenne effective aidera l'Italie dans ce domaine-là, même si je comprends qu'il y a une certaine lassitude par rapport aux questions bancaires, mais je pense qu'il ne faut pas perdre espoir d'arriver à un sujet comme celui-là. Dernier point sur quels sont les lieux de renouveau de la pensée européenne pour lancer des éléments nouveaux. Est-ce que c'est l'intergouvernemental, le franco-allemand, ou le niveau communautaire, le Parlement? Pour moi, tout est bon si ça va dans le bon sens, je dirais. Je pense que sur, par exemple, l'assurance chômage européenne, des objets comme ça, on peut s'appeler par des coopérations avec certains États suffisamment importants pour arriver à des coordinations, et après, ça s'étend à d'autres sur la base de l'adhésion. Je pense que tout ce qui va dans le sens progressiste d'accord entre des gouvernements et des parlements suivant le mode de représentation sera utile au débat européen. Je mettrai la question institutionnelle un peu seconde par rapport à la réalité des politiques menées. Merci beaucoup. C'était un des points communs à la table ronde précédente. Tout est bon pourvu que ça aille dans la bonne direction. Je voudrais vous remercier tous les deux, d'abord pour avoir tenu les délais, mais je trouve qu'on a eu sur ces questions-là des débats qui sortaient un peu de ce que l'on entend depuis de nombreuses années lorsque l'on aborde les questions économiques au niveau européen. Donc je voudrais vous en remercier tous les deux vivement.